débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Geneviève Gotzinger. Bonjour, présidente de l'agence Image avec 2G. Vous êtes conseiller en communication. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Bonjour. Romain Collas, secrétaire national du PS et maire de Boussy-Saint-Antoine. Bonjour, c'est Valérie. dans les Yvelines. Dans l'Essonne. Dans l'Essonne, 91. Je ne connais pas mes départements, c'est pas bien. Yvelines, c'est 78. C'est ça. Non, c'est ça, voilà. Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On va parler, c'est un sujet qu'on suit. Je pense que Sud Radio a réussi à faire plier le gouvernement avec le rétropédalage sur l'exonération des aides à domicile. C'est un sujet dont on vous a parlé dès lundi matin. Vous étiez nombreux à être très mobilisés. Alors, comment comprendre ? On vous a déjà posé la question hier, mais je vous la repose aujourd'hui. Amateurisme, aucun sens politique pour avoir proposé ou un ballon d'essai. Je ne sais pas, c'est difficile de comprendre qu'on s'attaque encore aux seniors. Emmanuel Macron qui ce matin s'est exprimé chez nos confrères d'Europe 1 et qui dévoile ses positions sur l'immigration. Moi j'ai pas tout compris, j'ai pas vu ce qu'il y avait vraiment de neuf dans ce qu'il a dit. Et puis famille de djihadistes, à chaque fois on pose la question faut-il les rapatrier, et on apprend hier qu'une dizaine de djihadistes, de familles de djihadistes ont été rapatriés, dont des enfants âgés de 4 à 13 ans et les nièces de certains djihadistes. Donc on pose la question, on nous dit qu'on fait au cas par cas, mais on a du mal à voir un petit peu la stratégie du gouvernement. Allez, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Kevin, c'est la première fois que vous venez depuis la rentrée. Oui. Vous allez nous parler de vos vacances. Voilà, c'est ça. Allez-y. Oui, donc je suis allé en Pologne cet été. J'ai visité l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau et j'ai été profondément choqué. Quand je suis allé sur le site, j'ai vu des gens faire la queue pour acheter un ticket, des gens faire la queue pour acheter une glace, des gens pique-niquer à quelques mètres de l'entrée du camp, ou alors des tours opérateurs ou des taxis qui étaient là pour essayer de faire en sorte de gagner un maximum d'argent. Et quand je suis rentré dans le camp, j'ai vu des comportements qui étaient inadmissibles. Des gens faire des selfies devant les chambres à gaz, s'amuser sur les rails et rire à pleines dents. Enfin, moi, ça m'a profondément choqué. Et puis, j'ai eu l'impression également qu'on ne s'intéresse pas en fait aux victimes, c'est-à-dire où sont passées les victimes. Je veux dire, moi, j'ai vu des gens mettre des bougies sur les rails. Or, un rail n'a tué personne. J'ai vu des gens pleurer devant des fours crématoires, d'accord, mais il y a beaucoup de fosses communes à Auschwitz-Birkenau, il n'y a pratiquement personne dessus. Et je pense que c'est un peu avalisé le discours des SS. Regardez, finalement, on n'a laissé aucune trace. Il reste quoi ? Il reste les rails, il reste quelques bâtiments. Enfin, moi, ça me choque profondément. Et puis, c'est en train de devenir progressivement, si vous voulez, un petit peu une maison hantée hitlérienne. Donc, c'est choquant et je pense que ça en dit beaucoup sur notre société, une société sans valeur, une société une société sans valeur qui fait qu'on a transformé un lieu quand même chargé d'histoire, un lieu aussi symbolique, en un parc d'attractions, entre guillemets, où on aime se faire peur. C'est choquant. Oui, c'est particulièrement choquant en ce qui concerne Auschwitz, mais c'est le cas, hélas, de beaucoup d'endroits touristiques où on voit qu'il y a manque de respect total. Peut-être un mot sur ce que vient de dire Kevin, Rafik Smati. Je pense que Kevin a raison. Quand il y a des endroits qui sont autant chargés d'histoire, et qu'on y pratique une certaine forme de tourisme, la limite entre le tourisme et le voyage mémoriel, elle est assez ténue. Et il faut faire attention à ne pas basculer du mauvais côté. Oui. Geneviève, ça vous est arrivé tout le monde va un peu partager. Je partage totalement, évidemment, ce que vous dites. Ce lieu de mémoire, ce lieu chargé, si fort... Ce lieu d'horreur, en fait, ne peut pas devenir un parc d'attraction. Ouais. On est d'accord, mais c'est vrai que c'est typique de notre société où on fait des selfies partout, où en fait, on s'intéresse davantage à soi qu'au lieu ou à l'endroit dans lequel on est. Et ça, c'est juste terrible quand il s'agit de ce type d'endroit. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, Geneviève, on va rester... non, ça n'a pas vraiment de rapport. Non, pas vraiment. Vous vouliez, alors, allez-y, nous parler de l'Angleterre éternelle. Oui, Downton Abbey, cette formidable série télévisée, l'Angleterre éternelle, au moment où l'Angleterre se débat dans son Brexit terrible, compliqué, elle l'a un peu cherché, on le dira, mais bon. Donc cette série qui était formidable, d'élégance, mais au-delà de l'élégance, qui disait beaucoup de choses de l'Angleterre et de l'évolution de l'Angleterre
au début du XXe siècle, sort enfin au cinéma avec les mêmes acteurs, exactement les mêmes acteurs, 2 heures qui résument 6 saisons en réalité, et je pense que ça va être très très beau. C'est la vie en parallèle de 2 mondes, d'un côté les serviteurs et puis de l'autre les aristocrates, 2 mondes qui se croisent, 2 mondes qui se fréquentent pas réellement, mais qui se télescopent par moments. Et puis, toute l'évolution de la vie, des grandes problématiques, que ce soit la volonté d'indépendance de l'Irlande, que ce soit les femmes. Enfin, très jolie. Très jolie. Belle série. Rafik Smati, vous, c'est un coup de gueule. Oui, coup de gueule contre ces fausses bonnes idées dont nous avons parfois le secret en France. Et malheureusement, nous en avons beaucoup au fil de ces 20 dernières années. Je vais vous en donner 3, dont une dans l'actualité brûlante. Fin du service national. Ça part d'une bonne intention, il faut professionnaliser les armées. Sauf qu'en faisant ça, on a cassé un ciment d'intégration générationnelle avec les résultats calamiteux que nous connaissons aujourd'hui. Deuxième exemple, fin du quinquennat. Pour dynamiser la démocratie, il faut voter plus souvent. Et il en irait de la vitalité de notre démocratie. Sauf que le quinquennat a transformé notre vie politique en une campagne présidentielle permanente. Et ça a cassé la dynamique démocratique de la France. Et là, de quoi j'ai envie de vous parler ? J'ai envie de vous parler de la réforme territoriale de 2014. Là aussi, on part d'une fausse bonne idée. Il faut des grosses régions pour ressembler à l'Allemagne. Et il faut accessoirement supprimer les départements qui ne représentent plus rien, selon ceux qui portaient la réforme à l'époque. Résultat des courses, on a le bilan aujourd'hui. C'est une réforme qui, 1, n'a pas abouti à la suppression des départements, et qui, 2, a coûté au niveau des régions plus d'argent qu'elle n'a engendré d'économies. C'est l'exemple typique de la fausse bonne idée, alors que effectivement, il y a trop de niveaux en France, mais il aurait fallu supprimer les régions et créer des départements plus grands, ce qui correspond beaucoup mieux à l'ADN de ce qu'est notre pays. Là, on a gardé les départements, on a fait des régions plus grosses, c'est basé sur rien. Il y a eu zéro économie. Zéro économie, voire ça Au contraire, la Cour des comptes, voire ça coûte plus d'argent. Et quand j'entends, dans l'actualité encore plus brûlante, le ministre de la Culture nous annoncer un consortium France Média pour regrouper tout l'audiovisuel public qui, dit-il, va garder toute son indépendance. De quoi parle-t-on ? Eh bien, on est en train de parler d'un nouveau bidule qui va venir chapeauter les autres bidules avec un nouveau président, des vice-présidents, une nouvelle administration. Tout ça, soi-disant, pour mieux gérer le système, mais il nous dit en même temps que chacun gardera son indépendance. Tout ça, c'est du bluff. On part toujours de bonnes idées, et c'est notre façon de faire de la politique depuis 20 ans. Mais la manière dont on les délivre font que quelque chose se casse. Et la vie politique française depuis 20 ans, c'est un empilement de toutes ces mauvaises idées. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quasiment au bord du gouffre. Ouais. Chacun ne gardera pas son indépendance. Non. C'est évident que c'est ce qu'on dit toujours au début quand on fait une holding. Moi, j'ai vécu quand j'étais à RFI, celle qui nous a unis à France 24 et Monte Carlo Doualiya. Au départ, c'était une holding. Chacun gardait son indépendance, puis c'est devenu une société fusionnée. Donc là, c'est évident que le but ultime, ça va quand même à un moment de faire des économies en fusionnant au départ les fonctions support et peut-être ensuite les rédactions. Mais sur la réforme territoriale, vous ne semblez pas d'accord. Je vous ai vu hocher de la tête, Romain Colas, voit que la Cour des comptes dit qu'il n'y a eu aucune économie. La Cour des comptes, elle nous dit que ça a généré une dépense supplémentaire de 50 millions d'euros, ce qui à l'échelle des dépenses globales des régions est franchement epsilonesque, mais la Cour des comptes, elle est dans son rôle quand elle pointe le fait que ça n'a pas généré à l'heure où on se parle d'économie. On est sur un processus nouveau. Moi, je ne suis pas d'accord avec Rafik Smati sur un point concernant la réforme territoriale. La finalité, ça a peut-être été annoncé à l'époque comme ça par Manuel Valls, mais n'était pas tant que générer des économies qui vont nécessairement se faire dans le temps, parce que quand vous avez des doublons d'effectifs, il faut attendre que les gens partent en retraite, on a affaire à des fonctionnaires, tout ça se fait dans le temps. Mais on a créé des régions puissantes. Moi, j'ai passé quelques temps à discuter avec des collègues élus cet été, parce que j'ai eu la chance de partir en vacances en Occitanie. Je peux vous dire que eux sont ravis de la capacité de la région Occitanie, qui est maintenant assise sur un territoire très large, qui va de Montpellier à Toulouse, qui fédère 13 départements, d'avoir un outil extrêmement puissant, notamment pour les accompagner en matière de développement économique, et pour être un interlocuteur. C'est pour ça que je suis pas d'accord sur le sujet de faire des départements, d'une certaine façon, la collectivité pivot. Si on veut s'intégrer dans la compétition économique européenne, il nous faut des régions puissantes. Et un des mérites de cette réforme, qui, comme toutes les réformes, parce qu'il y a un mal français, vous l'avez dit, c'est parfois les bonnes idées, il y a un mal français, c'est qu'on n'attend pas qu'une réforme produise ses effets pour éventuellement la corriger. On a un problème d'évaluation dans ce pays. Il faudra qu'on voit dans quelques années, et moi, il semble, je l'ai constaté en Occitanie, on peut le constater ailleurs,
Moi, les élus que j'ai rencontrés de tous bords politiques, d'ailleurs, sont ravis de l'action conduite par Carole Delga et sa majorité, précisément pour défendre le territoire, pour porter des politiques publiques qui vont du développement de l'agriculture locale bio à l'export pour l'industrie présente en Occitanie, et d'avoir un interlocuteur qui est désormais suffisamment puissant pour dialoguer avec les institutions européennes et pour mener la compétition à l'échelle des régions, qui est quand même l'entité au niveau européen, qui est à mon sens l'entité pertinente pour l'organisation territoriale. Ce que dénonce la Cour des comptes, c'est quand même la création de bidules ou de machins, c'est-à-dire de grosses entités qui ont du mal quand même à fonctionner. Et ben ça, c'est pas le cas, encore une fois, de ce que j'ai vu, moi, de la région Occitanie, qui est celle qui a fusionné, que je connais le mieux. Mais enfin, si on va discuter avec les élus de Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'ils auront à peu près un discours équivalent. Je suis pas sûr qu'en Normandie, la fusion de la Basse et de la Haute-Normandie soit un drame, objectivement. Donc, laissons le temps, parce que ça, c'est un mal français, c'est qu'on n'évalue pas les politiques. Voilà, là, la Cour des comptes, qui est dans son rôle, elle dit ça a coûté 50 millions d'euros. Regardez ce que dépensent les régions, 50 millions d'euros. C'est toujours trop, mais c'est epsilonesque. Voilà, et qu'il y ait des frais qui soient liés à des fusions, qu'il y ait des études qui soient nécessaires, etc. Le simple fait d'aller placarder le logo pour parler de la région Occitanie à la place du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, ça crée sans doute un peu de dépenses, ça fait bosser les agences de communication, tant mieux pour elles. Mais les effets, ils se font sentir dans le temps, et encore une fois, pas par le tout petit bout de la lorgnette dépenses publiques, mais sur l'efficacité des politiques publiques. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir combien on dépense, que de savoir si l'argent qu'on dépense est efficace, est utile. Ça devait rapporter 10 milliards d'euros. Souvenez-vous des propos d'André Valmy. Chaque gouvernement, Emmanuel Macron nous avait dit qu'il ramènerait le déficit public à quasi zéro. Je crois que c'était pour l'année prochaine. Comme d'habitude, on en plafane tout ça. Voilà. Moi, ce que je préfère, c'est qu'on évalue l'efficacité vraiment des politiques publiques, plutôt qu'on regarde ça par un tout petit bout de lorgnette. C'est un petit peu facile de dire il faut laisser le temps. Finalement, on n'a pas les moyens de juger aujourd'hui. Quand on sait qu'on va dans le mur, autant le dire et autant corriger le tir. Il y a l'aspect économique, et là on est complètement à côté de la plaque, mais il n'y a pas que l'aspect économique. Il y a une vraie raison qui est une raison qui est liée à ce qu'est la France, qui est l'âme de la France. Avec ces grandes régions, on est en train de créer des féodalités. Et c'était Georges Pompidou qui disait les grosses régions, c'est la féodalité, ça a déjà existé, c'était le Moyen-Âge. Vous croyez qu'à l'époque de feu Georges Frêche, paix à son âme, le Languedoc-Roussillon n'était pas une féodalité. Et donc vous voulez des Georges Frêche qu'on a aggravé ça. Mais non, donc vous voulez des Georges Frêche avec plus de... Je crois au travail des équipes, je crois à l'évolution de la politique. On a des auditeurs et je pense pas du tout qu'on aille dans le mur avec ces grandes régions. Il faut leur laisser le temps de prouver leur efficacité. Romain Collas, on a des auditeurs d'Occitanie qui nous disent pas d'accord avec ce monsieur. En Occitanie, ça ne va pas du tout. Maintenant, ils sont obligés de faire une salle pour les assemblées car celles de Toulouse et Montpellier sont trop petites. En plus, les frais de déplacement entre Toulouse et Montpellier ont explosé. Il y avait eu un envoyé spécial sur les dysfonctionnements, en particulier en Occitanie. On va passer à votre coup de gueule. Le mien de coup de gueule. Oui, Romain Collas. Il concerne les moyens, et là on parle d'efficacité et de dépenses publiques, les moyens dont le ministère de l'Intérieur dote mon territoire, mais c'est valable pour bien des territoires. Moi je suis maire de banlieue parisienne, donc dans l'Essonne et pas dans les Yvelines, à Boussy-Saint-Antoine, dans une agglomération qui s'appelle le Val-d'Ir-Val-de-Seine, qui est un secteur essentiellement résidentiel, qui a assez peu d'activité et qui fédère globalement 190 000 habitants. Faute de moyens, parce qu'on gère la pénurie en grande couronne comme malheureusement à bien des endroits sur le territoire national, la préfecture, la direction départementale de la sécurité publique sont en train de procéder à une réorganisation des forces de l'ordre sur mon territoire. Et au miracle, on annonce que pour le Val-d'Ir-Val-de-Seine, qui comprend 3 circonscriptions de police, 3 commissariats, on nous garantit désormais la présence permanente, donc au cœur de la nuit, parce que c'est ça le sujet, ou au cœur du mois d'août, de 3 équipages de police. Vous vous rendez compte qu'on me dit, il y a 3 commissariats sur votre territoire, et là le progrès, je ne vous raconte pas d'où on part, le progrès c'est qu'il y a en permanence 3 équipages mobilisables, donc au cœur de la nuit. Ça veut dire quoi concrètement? C'est 1 équipage par commissariat. Ça veut dire que c'est exactement en fait la situation que je vis aujourd'hui. Je me suis amusé à faire un petit calcul. 190 000 habitants, on rapporte ça sur Paris. Ça voudrait dire que sur Paris, nous n'aurions qu'une trentaine d'équipages sur toute la capitale. Par rapport au poids de la population, une trentaine d'équipages mobilisables au cœur de la nuit. Évidemment, sur Paris, il y en a beaucoup plus et c'est d'une certaine façon légitime. Moi, ce que je demande, c'est qu'on soit outillé également. Ce qui veut dire que, par exemple, moi, j'ai été confronté pendant l'été, comme mes collègues maires du secteur, à un certain nombre d'incivilités. On a des squats bruyants, on a des lieux qui sont dégradés, on a la vie de certains de nos concitoyens, notamment celles et ceux qui n'ont pas la chance, comme moi, d'être partis en vacances, qui est pourri par des personnes qui créent des nuisances toute la nuit, et j'ai en face de moi des fonctionnaires de police qui sont pas des barbares,
Je oui, réagis on va en aux dire propos quelques mots tout à l'heure. Ouais. Mais il n'est pas à ça près de Jean-Luc Mélenchon concernant les forces de l'ordre. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas attentif à la façon dont se comportent les forces de l'ordre. Mais on ne peut pas les traiter globalement de barbares, cette police républicaine. Moi, je veux du bleu. Je veux de la police nationale. Voilà. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, et on va accentuer ce phénomène. Les communes riches qui ont les moyens de se payer des policiers municipaux, elles vont pouvoir offrir à leurs concitoyens de la sécurité, de la tranquillité publique. Et puis celles qui n'en ont pas les moyens, et moi je fais pas partie, en plus j'ai maintenu des taux d'imposition faibles, je suis pas partie des plus riches, ceux qui n'ont pas les moyens, à qui en plus on complique la vie pour recruter des policiers municipaux, parce que c'est le parcours du combattant, eh ben ne pourront pas offrir la tranquillité à leurs concitoyens. L'État se défausse, l'État se désengage, et dans le même temps, il dit que les collectivités coûtent trop cher. Mais si les collectivités prennent pas le relais, il n'y a plus de tranquillité, plus de sécurité. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous, 0826 300 300, rétropédalage du gouvernement. On dira quelques mots de Jean-Luc Mélenchon qui disqualifie la police de barbare. On y revient dans un instant, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, vous l'avez évoqué, Romain Colas, c'est cette phrase de Jean-Luc Mélenchon dans un échange avec un manifestant hier à Paris à propos des violences policières. Écoutez ce qu'il disait. Les barbares, soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Je suis revenu aujourd'hui, je savais que vous serez là, les enfants. Voilà, ce sont des barbares, soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Alors, l'idée, c'est pas de faire le débat de savoir si les flics sont des barbares ou pas, parce que je pense qu'on mettra personne d'accord. On a déjà des gens qui nous disent, bien sûr, que les forces de l'ordre dans les manifs sont des barbares. Je pense qu'on peut pas être manichéen. Je pense qu'il y a peut-être des barbares et des gens qui sont bien. Et le mot de barbare, déjà en soi, est un... Non, mais le barbare, c'est Ilan Halimi. Enfin, c'est voilà, le gang des barbares, c'est ça. C'est pas éventuellement des déviations policières sur le terrain. C'est de savoir est-ce que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a perdu un petit peu le sens des mots et le sens des responsabilités d'un responsable politique. Hier, on a évoqué le fait qu'il interdise aux journalistes de quotidien d'assister à ces meetings ou d'être dans des réunions. C'est la question qu'on peut se poser sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a perdu ses bas, pour parler un peu vulgairement? Il est passé du côté obscur de la force, je dirais, mais totalement. Il a perdu ses bases, oui. Mais est-ce qu'il le fait parce que ce qu'on peut être réélu ou prétendre être président de la République quand on tient des propos comme cela? Rafik Mati, faire tourner... Jean-Luc Mélenchon est probablement en train de sortir de l'histoire politique, et il le sait, et il le sent, et il le vit probablement très mal. Sa sortie contre les forces de police et de gendarmerie est extrêmement grave. Parce que nous avons en France des policiers et des gendarmes qui font un boulot extraordinaire, difficile, très difficile. Vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde le niveau de pression qu'ils ont sur leurs épaules. Et y compris les plus jeunes d'entre eux. Vous savez, quand je me balade souvent à Paris, et notamment avec mes enfants le dimanche, et j'ai l'un de mes fils qui rêve de devenir policier ou gendarme. Et donc il va à leur rencontre. Et il leur dit « J'ai envie de devenir policier et gendarme ». Eh bien, vous savez ce qu'ils leur répondent ? « Non, mon petit garçon, j'espère que tu feras autre chose. Ne fais surtout pas policier et gendarme. » Ils ont cette pression psychologique sur les épaules. Alors, évidemment, quand on a la pression, parfois, il arrive de faire des débordements. Et on peut, comme chacun d'entre nous, se laisser emporter par une situation de stress, évidemment. Mais de grâce, ne mettons pas tout le monde dans le même bain. Considérons que nos policiers et nos gendarmes et nos militaires sont les gardiens de notre République, qu'ils sont fondamentaux et que nous avons les devoirs, nous, simples citoyens, de les soutenir quoi qu'il arrive et évidemment d'être intransigeants quand on sort du cadre. Et là, il y a des dispositions et des lois pour ça. Qui ne sont pas appliquées, vous répondront ceux qui attaquent les forces de l'ordre, qui vous disent que les enquêtes de l'IGPN n'aboutissent jamais à des condamnations et que pendant les manifs des Gilets jaunes, des gens ont perdu des yeux, des mains. Il y a évidemment eu pendant ces manifs des Gilets jaunes des comportements particuliers qui quand on voit ces pauvres vieux complètement balafrés, etc., évidemment qu'on ne peut que le regretter. Mais je ne fais aucun lien de cause à effet entre nos policiers et nos gendarmes qui ont cette pression monumentale sur les épaules et les actes de certains d'entre eux qui ont envoyé des images qui sont absolument regrettables et que nous devons condamner en bloc. Alors sur le propos de Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et malheureusement, Jean-Luc Mélenchon... qui a du mal à accepter, mais c'est lié à la
capacité de son ego à rester assez gonflé. Moi, je le connais, Jean-Luc Mélenchon, il vient de l'Essonne. Hein, je l'ai un peu pratiqué. Il vient du Parti socialiste. Et du PS. Voilà, donc je l'ai pratiqué pendant quelques années. Il y a un truc sur lequel il n'a jamais changé, c'est sa capacité à s'aimer beaucoup et à avoir du mal à supporter une forme de contradiction. La contradiction, elle lui a été donnée notamment par les électeurs dans le cadre des élections européennes, parce qu'ils ont condamné pour partie, une dérive personnelle de Jean-Luc Mélenchon avec les images terribles de sa perquisition, images terribles qui sont d'ailleurs pas liées à la présence de journalistes que ses soutiens avaient fait venir, et je soutiens les journalistes qui aujourd'hui sont blacklistés par Jean-Luc Mélenchon, mais par son comportement lui-même. Donc il est dans une forme d'outrance parce qu'il sent qu'effectivement il perd pied, parce que c'est aussi son trait de ne pas accepter la contradiction en général, et on le voit avec sa décision sur les journalistes, et sur les forces de l'ordre. Pour réagir aux propos qui ont été tenus à l'instant, tout n'est pas parfait dans la police nationale et dans la gendarmerie. En revanche, nos policiers et nos gendarmes font un métier extrêmement difficile. On a un sujet quand même, et Castaner lui-même l'a reconnu, le ministre Castaner, on a un sujet de doctrine de maintien de l'ordre, parce qu'il n'est pas normal dans notre pays qu'on ait autant de blessés, même si les manifestations ont été particulièrement violentes parfois, et je le condamne, qu'on ait autant de blessés chez les manifestants et chez les forces de l'ordre. Chez les forces de l'ordre aussi. On a un vrai sujet de maintien de l'ordre, et là aussi sans doute de moyens, notamment dans le renseignement territorial. On y revient dans un instant, 0826 300 300, avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on va revenir sur le rétropédalage du gouvernement sur l'exonération des aides à domicile. On vous en a parlé ici même dès lundi, et on commentait la phrase de Jean-Luc Mélenchon, donc hier dans la rue, qui qualifiait les policiers de barbares. Soyez prudents parce qu'ils ne s'arrêtent plus maintenant. Si j'avais manifesté, il m'aurait tué. C'est ce qu'il a dit. Au-delà du débat sur les flics ou pas, c'est le débat sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'aujourd'hui, sa parole est audible, et comment comprendre ses sorties depuis quelques jours? Oui, c'est un homme politique. C'est un homme politique qui est complètement à la dérive. Il a bien compris que son avenir politique était derrière lui. Et donc lui qui se réclamait comme étant un grand républicain, il est peu à peu en train de sortir du champ républicain. Et c'est des propos qui sont complètement irresponsables. Moi, je vois en banlieue parisienne, notamment des jeunes quand même, qui ont une certaine estime pour Jean-Luc Mélenchon, que leur dit ce dernier que finalement les flics, ce sont des moins que rien, ce sont des barbares qu'on peut insulter, qu'on peut piétiner, mais c'est complètement irresponsable, en sachant à quel point, notamment, ces gendarmes, ces policiers sont déjà méprisés, sont déjà attaqués de manière constante. C'est une attaque très grave à l'encontre de la République et de la police républicaine, qui est l'un des fondements de notre système républicain français. Allez, on va changer. On a Philippe en ligne avec nous qui voulait réagir. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. On vous écoute. Tout le monde. Oui, moi, juste pour mettre les choses au point, je ne vote pas Mélenchon, je vote même plutôt à l'opposé. Mais je trouve quand même que des fois, il ne dit pas que des conneries, Mélenchon, parce qu'il faut savoir que depuis mai 68, il n'y a jamais eu autant de blessés et de gens handicapés lors de manifestations dans ce pays. C'est vrai. Et que quand vous avez 7500 policiers et 1000 Black Blocs, on se demande comment ils ne sont pas capables d'arrêter 1000 Black Blocs. Par contre, ils sont capables d'arrêter les gilets jaunes. Donc, s'ils veulent qu'il y ait plus de, si on veut qu'il y ait plus de violence dans les manifestations, ben, il faut déjà enlever les branleurs qu'on connaît, qui manifestent, qui sont là depuis des mois et des semaines. Et quant aux enquêtes de l'IGPN, vous allez m'expliquer comment des policiers peuvent juger des policiers. Donc là, il faut arrêter de se moquer des gens aussi, parce que des bavures chez les policiers, il y en a. Alors qu'ils aient la pression et compagnie, ok, très bien. Ben, écoutez, si ça ne leur convient pas, ils changent de métier, parce qu'on a tous la pression. Vous avez la pression dans votre métier, moi je l'ai. Ben, ça n'explique pas qu'on puisse tirer des flashballs à la tête des gens, que des gens se retrouvent amputés, juste pour profiter du droit de manifester. Voilà. Et vous manifestez ? Ah, moi je suis gilet jaune, oui. Ouais. Et vous manifestez où vous vous appelez d'où vous manifestez où? Dans quelle ville? Je suis à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques et j'ai manifesté sur les ronds-points. Alors grâce à Dieu, nous on a des gendarmes qui sont relativement calmes. Et puis bon, on est une petite ville. Ouais. Voilà, mais c'est sûr que bon, quand Mélenchon il dit aux gens faites attention, il a raison. Et encore une fois, je ne vote pas Mélenchon, ni loin de là. Ouais.
Vous, c'est ce que vous ressentez, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions de nos auditeurs qui nous disent allez dans les manifs, regardez ce qui se passe. Je pense que certains d'entre nous y vont. Et effectivement, ce que vous avez dit est très juste. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de violences. L'idée n'est pas de dire les flics sont des salauds, ou les flics sont des anges, ou les gilets jaunes, ou les Black Blocs. C'est la phrase de Jean-Luc Mélenchon. C'est l'aspect politique qu'on interrogeait aujourd'hui aussi. Rafik Smati. Ayons bien conscience d'une chose très basique. Un policier, un gendarme, un militaire exécute des ordres. Il exécute des ordres. Donc, il se trouve que ce sont eux qui sont visibles auprès de l'opinion publique. Donc c'est facile de s'en prendre à eux. Sauf que j'affirme que ceux que nous voyons sont victimes d'une chaîne de commandement qui ne fait pas son boulot. Et c'est ça la réalité. Et j'invite tous ceux qui s'insurgent contre les effets collatéraux de toutes ces manifestations, plutôt qu'à pointer du doigt les policiers et les gendarmes qui, encore une fois, ont une pression sur les épaules monumentale. Je les invite à pointer du doigt les responsables de cette situation, c'est-à-dire les politiques, ceux qui donnent les ordres. Et à tous les niveaux, et y compris au plus haut niveau. J'ai pas eu le temps tout à l'heure, je voulais faire un coup de gueule sur le clientélisme de la FCPE, de cette affiche dont on a parlé ici aussi, avec cette femme voilée où était inscrit « Venez comme vous êtes ». Il y a eu toute une polémique autour. Jean-Michel Blanquer, lui, a estimé que la FCPE avait fait une erreur, que c'était regrettable. Et en fait, on apprenait hier que la FCPE dit qu'elle a envoyé cette affiche en interne à toutes les sections et qu'en gros, elle fait partie d'un lot dans le cadre du matériel électoral en vue des élections et donc à chacun de choisir dans sa région quelle affiche il met. Donc c'est vraiment de l'électoralisme, c'est-à-dire qu'on sait qu'en banlieue où on va toucher peut-être justement cette population de femmes voilées pour qu'elles votent pour la FCPE aux élections de parents d'élèves, on va mettre une femme voilée. Donc ça s'apparente à du clientélisme pur et simple. Et puis elle renie aussi son principe de laïcité, parce que la FCPE au départ, c'est quand même un mouvement qui se veut le grand défenseur de la laïcité à l'école. Donc là, vous direz sortie scolaire, parascolaire, etc. On n'est pas dans le cadre de l'établissement scolaire, mais on est quand même dans le cadre des heures scolaires. Des heures dans lesquelles on encadre des enfants. C'est des heures de travail scolaire. Donc la FCPE sort du cadre, de son cadre idéologique initial, et elle fait effectivement du clientélisme, et c'est très choquant. Oui, de dire on a envoyé ces affiches uniquement destinées à une population musulmane. C'est tout à fait. C'est pire que tout. C'est pire que tout. C'est enfermer la femme musulmane dans un schéma, je dirais, d'oppression par l'homme. Voilà. C'est encore une fois une victoire des islamistes, dont la stratégie principale est l'entrisme. Ils entrent dans les syndicats enseignants, ils entrent dans les syndicats ouvriers, ils entrent à l'université, ils entrent dans les clubs de foot, notamment dans les banlieues, pour imposer notamment leurs normes, pour imposer leurs règles. Et on sait très bien que le voile n'est pas une obligation religieuse, c'est un instrument politique qui était amené en France, notamment par les frères musulmans et les salafistes. Et ce qu'a fait la FCPE, c'est tout simplement s'agenouiller devant ces lobbies, notamment pour essayer de récupérer les voix, notamment en Seine-Saint-Denis. Alors après, il ne faut pas avoir une vision totalement caricaturale, parce que moi, j'enseigne en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de mamans qui sont voilées. Enfin, qu'est-ce que je vais leur dire ? Elles entrent au sein du collège ou du lycée en étant voilées. Je vais leur dire, mais non, je ne vous reçois pas parce que vous êtes voilées. Je pense que ces femmes n'ont pas forcément conscience d'avoir un instrument politique sur la tête et qu'elle porte le voile parce que c'est comme ça et parce que c'est une tradition. Donc attention un petit peu de ne pas tout mélanger. Il y a en effet des gens dans les banlieues qui manipulent toutes ces femmes-là, mais ces femmes-là elles-mêmes n'ont pas forcément conscience. Et l'école de la République, c'est aussi un traitement égalitaire entre les enfants qui ont une maman voilée et les enfants qui n'ont pas de maman voilée. On n'a pas à rentrer là-dedans. Oui. Rafik Smati. C'est clairement une association qui sort de son rôle. Au-delà du fond, on est là face à un acte militant de la part d'une association de parents d'élèves. C'est une association de parents d'élèves. C'est pas une association de militantisme pour je ne sais quelle cause. On parle de parents d'élèves. Donc c'est un acte militant et ça doit être évidemment réfuté. Et là où je rejoins madame, c'est que il y a quelque chose de caricatural dans cette communication où quelque part ça enferme la femme musulmane dans un stéréotype qui est celui du voile. Or, il y a une grande majorité de femmes qui sont de confession musulmane et qui ne portent pas le voile et qui n'ont pas envie de le porter. Oui. Et donc, il y a derrière cette affiche un stéréotype que nous devons aussi condamner. Oui, un mot. Oui, Romain Colas. Je suis d'accord avec la conclusion de mon voisin sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser tel ou tel parent.
Après, sur ce qu'a fait la FCPE, moi j'ai un problème de façon générale avec tout ce qui fait de la femme un homme différent des autres. Et l'islam a ça de commun avec les autres grandes religions monothéistes, c'est qu'elles ont toujours voulu, par l'habit, par le rite, dire que la femme était différente de l'homme et généralement inférieure à l'homme. Et le voile est une des expressions. Il y a également aussi le militantisme politique islamiste qui existe, il faut pas évidemment le nier, mais est une des expressions du fait que les religieux toujours ont voulu dire que la femme était différente. Donc moi j'ai un problème de fond avec tout ce qui fait de la femme un être inférieur à l'homme. Et toutes les religions ont ça pour trait commun. Aujourd'hui, on a un sujet avec le voile dont on sent, parce que c'est lié aussi à ce qui traverse, ce qui taraude la société dans ses profondeurs, dont on sent que dès qu'on a une affaire de voile, ça hystérise un peu le débat public. C'est la raison pour laquelle, bien plus que positionner sur le fond, parce qu'après tout, il y a une loi. Ça a été rappelé, il n'est pas interdit que des femmes voilées, on laisse une liberté d'ailleurs au chef d'établissement pour juger de l'opportunité ou pas de l'accepter, accompagnent des sorties scolaires. Et moi, je suis maire, citoyen, je m'inscris dans le cadre républicain. Donc à la limite, il n'y a pas de débat là-dessus, sauf à modifier la loi. Mais je regrette que la FCPE fasse d'un élément qui est un élément de stigmatisation de la femme, un argument de campagne électorale. C'est sur ce terrain-là que je me place. Et on est dans des pertes de terrain progressives, comme ça, avec effectivement des personnes qui laminent le terrain progressivement. On l'a vu il y a quelques mois avec une affiche de l'UNICEF aussi, qui était absolument scandaleuse et que je rapprocherais de celle de la FCPE. Vous aviez sur cette affiche de l'UNICEF une femme voilée, donc une campagne en France quand même pour l'UNICEF, une femme voilée avec un enfant, et l'homme en short et en t-shirt. Mais c'est pas ça l'image de la France qu'on veut promouvoir. Allez, je voudrais qu'on passe donc au rétropédalage du gouvernement sur l'exonération des aides à domicile. On posait hier la question de savoir ce qui avait pu passer par la tête du gouvernement. Est-ce que c'est un ballon d'essai? Est-ce que c'est une faute politique? C'est-à-dire de, encore une fois, s'attaquer aux retraités. Hier, Édouard Philippe a annoncé avoir demandé à la ministre du Travail de renoncer à ce projet qui donc visait à supprimer l'exonération des charges sociales pour les seniors de plus de 70 ans qui emploient des gens à domicile. Est-ce que c'est une désorganisation? C'est-à-dire que chacun cherche à faire des économies dans son coin, sans concertation? J'avoue que je ne comprends pas très bien cette séquence. Alors, Kevin? Oui, c'est typique de ce qu'est ce gouvernement, c'est-à-dire un gouvernement technocratique qui prend des décisions pour essayer de réduire notamment le déficit budgétaire sans prendre en compte le ressentiment de la population. C'est globalement n'importe quoi, c'est le signe d'un amateurisme qui est quand même grandiloquent. Hier, il y avait deux ministres qui défendaient à la télévision, Darmanin et Pénicaud, notamment cette mesure. Et puis le lendemain, vous avez le Premier ministre qui remet en place, notamment à l'Assemblée nationale, au moment des questions au gouvernement, notamment sa ministre du Travail. Mais quel amateurisme! La vérité, c'est ça que ça vient notamment d'un technocrate qui a lancé cette mesure comme ça, qui n'a pas été du tout validée par les hommes politiques, à un moment où c'est quand même excessivement compliqué pour Emmanuel Macron. Je crois qu'on lui sape complètement, notamment son beau discours qu'il a prononcé hier, et c'est une faute politique grave, et ça symbolise notamment la déconnexion qu'il y a entre la tête de l'État et ce que vivent les citoyens au quotidien. Oui, vous n'êtes pas d'accord, je vous vois dire. Non, je ne suis pas d'accord sur le caractère technocratique et sur le processus. D'abord, c'est un dysfonctionnement politique majeur. C'est la porte-parole du gouvernement qui, la première, je crois, confirme la mesure, qui est secrétaire d'État, je le rappelle, auprès du Premier ministre. Donc si elle l'annonce, c'est que c'est validé par le Premier ministre. Donc c'est pas Pénicaud et Darmanin. D'ailleurs, la machine d'État fonctionne plutôt bien dans notre pays. Tout remonte jusqu'à Matignon et il faut que quelque chose soit bleui, c'est-à-dire validé par Matignon en interministériel pour qu'il puisse être annoncé. Donc la chaîne a fonctionné, et ce à quoi on assiste de la part d'Édouard Philippe, qui sans doute a reçu un coup de fil courroucé du chef de l'État depuis New York, c'est un rétropédalage dans les règles. Mais c'est pas une mesure techno, c'est une mesure qui s'inscrit dans la cohérence politique de ce qu'est l'action de ce gouvernement depuis qu'il est aux responsabilités. On tape systématiquement sur les mêmes. On allait taper encore une fois sur les retraités. Et d'ailleurs en totale opposition avec les objectifs qui sont ceux du gouvernement sur le maintien à domicile, puisqu'en fait on allait taper sur précisément les aides qui permettent à des personnes âgées de se maintenir à domicile plutôt que d'aller en EHPAD. On allait taper sur les retraités. Et finalement on tape toujours sur les mêmes, toujours sur les plus fragiles. On tape sur les chômeurs. 40% d'entre eux vont perdre des droits avec la réforme qui est en cours de mise en œuvre. On tape sur les futurs retraités avec la réforme des retraites, comme on a tapé sur ceux qui sont en retraite avec la fameuse augmentation de la CSG. On dit qu'on veut récompenser, on tape sur cela grosso modo pour récompenser le risque, pour récompenser celles et ceux qui créent, qui innovent.
Résultat des courses, on apprend ce matin que par un décret, on va raboter, ce qui était une mesure emblématique d'Emmanuel Macron, un régime social et fiscal favorable aux micro-entrepreneurs, justement pour les inciter à créer leurs propres entreprises et à sortir du chômage. Donc en fait, qui est encore une fois le cœur de cible du gouvernement ? Je ne parle pas de ceux qui souffrent, de ceux qui se font cogner, mais de ceux dont on ne remet jamais en cause les avantages. Les actionnaires, ceux qui vivent principalement de la rente, avec la flat tax qui n'est jamais remise en cause, et celles et ceux qui vont le mieux dans ce pays, les plus fortunés, puisque évidemment on ne touche pas à l'ISF. Là, on allait encore massacrer les retraités pour 300 millions d'euros. Je rappelle qu'on perd chaque année 5 milliards de recettes fiscales. Et au bas mot, parce que les effets de la flat tax, on les mesurera là aussi dans le temps. 5 milliards de recettes fiscales pour des cadeaux à celles et ceux qui n'en avaient pas besoin, avec un effet sur l'économie, franchement, qui est plus que discutable. Ça se ferait si la France s'en sortait bien dans la zone euro. La question est, Rafik Smati, comment on a pu imaginer cette mesure ? C'est politique. Ils sont indécents, comme d'habitude. Comment on a pu imaginer cette mesure ? Nous sommes face à un gouvernement qui est mort de faim, qui a annoncé 17 milliards de dépenses il y a quelques mois de manière extrêmement précipitée, qui a besoin de boucler un budget et qui est mort de faim et qui ne sait pas aller où chercher l'argent. Alors on va le chercher un petit peu chez les retraités, on va le chercher chez les micro-entrepreneurs, alors ça on en parle moins. Mais c'est tout aussi grave. C'est aussi grave, fin des réductions de charges sur les micro-entrepreneurs. Parce qu'on a encouragé les entreprises à embaucher en micro-entreprises, etc. La France, il y a un point sur lequel on réussit mieux que les autres pays européens, c'est que nous sommes le pays d'Europe dans lequel nous créons le plus d'entreprises, de petites entreprises, ce qui est fondamental pour le tissu économique. Ça, on va l'attaquer. Et alors, je ne veux surtout pas tomber dans le panneau qui est celui du gouvernement, qui consiste à dire « nous avons besoin de faire des économies ». Alors ça, c'est une imposture. Parce que quand on s'attaque à une niche fiscale, ça ne s'appelle pas une économie, ça s'appelle une augmentation d'impôts. Il faut appeler un chat un chat. Revenir sur ces niches fiscales, c'est une augmentation d'impôts qui ne cache pas son nom et qui est camouflée et qui est présentée par, en grande rhétorique comme une mesure d'économie. Non, il faut faire des économies, c'est essentiel. D'ailleurs, si on n'arrive pas à boucler notre budget, c'est parce qu'on n'a pas été capable de faire des économies. Mais les économies, ça nécessite une chose. Ça nécessite du courage, ça nécessite de bosser, ça nécessite de mettre le doigt là où ça fait mal, ça nécessite de prendre le risque de se prendre des manifestations qui peuvent potentiellement vous remettre en cause. Et donc ça nécessite de prendre le risque de l'impopularité. Et ça, ils en sont absolument incapables. Et c'est ça qui va tuer notre économie. Et c'est ça qui risque, encore une fois, de tuer notre pays. 0826 300 300. On aura Frédéric en ligne dans un instant. Et puis Geneviève Gotzinger, on vous entendra sur le sujet. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Vous retrouverez ensuite André Berkoff à partir de midi. On a en ligne avec nous Frédéric qui nous appelle d'Arcachon et qui voulait réagir donc à ce rétro-pédalage du gouvernement, amateurisme, ballon d'essai. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric ? Valérie, déjà, merci beaucoup de me prendre à l'antenne et puis je vous félicite pour vos émissions et bonjour aux invités. Bonjour. Je voulais simplement vous dire, pour moi, plus les ficelles sont grosses, plus ça marche. C'est de la manipulation. De toute façon, un homme politique, par définition, est un bon manipulateur. Écoutez, on fait croire aux gens qu'on tient compte de leur opinion, vous en rendez compte, on leur dit, j'ai entendu hier à la télé, vous vous rendez compte, monsieur le président tient compte quand même. Bon, alors on se fout, mais on se moque du monde dans les grandes largeurs. C'est une manip, c'est vraiment une ficelle vraiment très grosse en disant je vous mets ça, puis comme vous n'êtes pas content, je vous l'enlève. En plus, vous n'allez pas me dire que quand même les fonctionnaires de Bercy, quand un homme politique leur demande quand même un tableau de prise de décision, ils ne savent pas ce que ça va coûter, ce que ça va faire, machin. Mais vraiment, croyez-moi, Valérie, j'ai rarement vu un gouvernement qui avait un tel mépris de l'électorat. C'est pareil pour l'immigration. On découvre monsieur Macron découvre l'immigration, excusez-moi. Mais il a signé Marrakech et on est incapable de sortir du traité du Touquet pour qu'on récupère au moins nos frontières dans le Nord. Écoutez, j'ai rarement vu un gouvernement qui a un tel mépris de l'électorat. Tout ça, c'est pour faire vous savez, je mets la rage à mon chien, puis après je le soigne. Bon, franchement, c'est minable. Voilà. J'ai pas d'autres termes. Ça vous a mis en colère. Merci Frédéric. Pour moi, c'est de l'amateurisme, pur et simple. Il y a effectivement un énorme télescopage avec le discours d'Emmanuel Macron au même moment, qui était un discours important. Qui était un discours vraiment important, et du coup qui passe complètement à la trappe dans l'opinion parce qu'on parle plus que des retraités. Et d'une nouvelle fois, cette impression que donne le gouvernement de ne pas aimer les vieux, en fait. De ne pas aimer ces vieux, de ne pas aimer les personnes âgées. On a quand même eu la hausse de la CSG, on a eu la revalorisation des retraites qui était plus indexée sur l'inflation, on a eu tout ce type de choses, avec le sentiment que c'est toujours les retraités qui trinquent, en fait. Et puis, cette volte-face
à nouveau une volte-face avec des ministres qui d'un jour au lendemain disent des choses contradictoires. L'inverse. Parce que, Gérald Darmanin a défendu cette mesure. Et puis ce matin... Sibeth Ndiaye l'a annoncé, on en parlait pendant la pub, c'est elle qui l'a annoncé. Donc ça a eu l'imprémature du Premier ministre. Ça, on est d'accord. Mais Gérald Darmanin, un jour, dit « Ah oui, c'est très bien et le lendemain, dit non, c'est Muriel Pénicaud qui s'est plantée. Donc c'est quand même extrêmement étrange. Oui, absolument. En renvoyant la balle uniquement dans le camp de Muriel Pénicaud, en lui faisant porter le chapeau de ce qui est une vraie erreur politique. Ouais. Je pense qu'Emmanuel Macron, effectivement, de New York, leur a dit maintenant on arrête, parce que les retraités, grosso modo, c'est quand même un électorat de La République En Marche. On l'a revu au moment des européennes, et que donc il faut arrêter de les fâcher et de les brusquer. Et puis il y avait un autre télescopage avec la volonté quand même affichée de ce gouvernement de baisser les impôts. Alors là, le sentiment que d'un côté on baisse, et puis que de l'autre côté on reprend de l'autre main ce qu'on a donné. Mais juste préciser ce que vous évoquiez tout à l'heure avant la pub, c'est qu'il y a dans cette mesure, il y avait les micro-entreprises aussi qui sont concernées, qui concernent peut-être un petit peu moins, qui sont moins concernants que les retraités, mais c'est une mesure qui est assez grave de retirer, de dire que les micro-entreprises qu'on a encouragées ne seront plus exonérées, c'est dramatique. Oui, parce qu'elles sont créatrices d'emplois. Mais en même temps, s'il y a cette créativité fiscale tous azimuts, c'est parce que de l'autre côté, il y a une incapacité à baisser les dépenses publiques aussi. Vous savez qu'en France, quand vous créez une boîte, vous payez des charges avant même d'avoir commencé à avoir reçu le premier euro de chiffre d'affaires, ce qui est une singularité assez phénoménale. Il y a un régime qui a simplifié tout cela, c'est le régime des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Et ça a marché. Et on sait aujourd'hui que quelqu'un qui crée une entreprise, si on lui facilite le boulot, et si en termes de réglementation c'est facile, et s'il n'a pas à payer tout de suite, on sait que le génie créatif français et tous les talents que nous avons est capable de produire de grandes choses, et cette micro-entreprise peut très vite se transformer en petite entreprise, et donc payer des charges, et donc embaucher. Et nos petites et moyennes entreprises sont un vivier magnifique pour recruter et pour créer des emplois. Un vivier magnifique. Et donc quand on passe son temps à vanter les mérites de la Startup Nation, à vanter les mérites de l'entrepreneuriat, de la création d'entreprises, et c'est bien, il faut le faire, on ne peut pas en même temps, ça c'est le mauvais côté du en même temps, on ne peut pas en même temps, et en catimini, faire passer une loi qui va revenir sur l'exonération des 75% de charges sociales pour les micro-entreprises. C'est phénoménal. On parle à peu près de 600 millions d'euros. C'est énorme, c'est plus que ce qui était prévu pour les retraités. Et encore une fois, ce n'est pas une économie du gouvernement, c'est une hausse d'impôts, et c'est un coup de massue pour l'entrepreneuriat en France. Et on ne peut pas, encore une fois, dire qu'on est un gouvernement pro-business, pro-entrepreneur, et casser, comme on est en train de le faire, le régime des micro-entrepreneurs. Un mot. Moi, je le disais tout à l'heure en évoquant cette mesure qui est passée un peu à la trappe, puisque effectivement, ce qu'on a vu, c'est d'abord ces 300 millions pour l'aide à domicile. Mais là aussi, ça s'inscrit dans une forme de cohérence. La conclusion de cette histoire, avec cette mesure qui concerne les micro-entrepreneurs, c'est encore une fois qu'il vaut mieux vivre de son capital, alors qu'on a un gouvernement qui voulait récompenser le risque, puisqu'on bénéficie alors de la flat tax. Et d'ailleurs, les entreprises du CAC 40 sont détentrices du record au monde de parts de bénéfices redistribués aux actionnaires. Donc il vaut mieux vivre de sa rente que prendre des risques en créant sa micro-entreprise. Et donc on tape sur les petits entrepreneurs. On tape pas sur les grosses boîtes. On tape sur les petits face au marché du travail. On tape sur les chômeurs. Et donc il y a malheureusement une cohérence qui se dessine dans tout ça. Ouais, Mickaël pose une question. Quelle est la différence entre micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs ? C'est la même chose. C'est pareil, c'est la même chose. C'est les auto-entrepreneurs. C'est pareil. Les micro-entrepreneurs sont les anciens auto-entrepreneurs. Et donc, ce qui aujourd'hui représente la majorité des contrats dans la plupart des entreprises qui ne veulent plus employer de CDI. Alors justement, ce ne sont pas des contrats, mais ça fait l'objet d'un sujet sur le statut de ces personnes qui sont taillables et corvéables à merci. Il y avait d'ailleurs un sujet hier dans Cache Investigation qu'on a cité absolument sur les prestataires. Donc il n'y a pas de contrat. La question, et c'est ce qui est devant nous, quel droit va-t-on créer pour celles et ceux qui sont aujourd'hui à la merci d'une multinationale qui peut du jour au lendemain changer son algorithme ou ses tarifs et mettre quelqu'un dans une situation de grande détresse alors même que celui-ci n'aurait pas acquis de droit. Chris Prowls nous dit il ferait mieux de parler de ces pourris d'entrepreneurs qui font signer des contrats en auto-entrepreneur afin de s'en séparer gratuitement au cas où c'est ce qu'on vient de faire et c'est ce qu'on vient de dire et c'est effectivement aujourd'hui la règle dans énormément d'entreprises. Donc il ne faut pas que ça passe non plus cette suppression sur des charges sociales
pour les micro-entreprises. Merci des aides, enfin de l'exonération plus précisément. Merci à tous les quatre. On n'aura pas parlé d'Emmanuel Macron et l'immigration qu'il semble découvrir. Nous ne sommes ni humains ni efficaces. Voilà, c'est dû en même temps, une fois de plus. Merci à vous. On se retrouve nous demain. Et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera au micro de Sud Radio. À tout de suite.